Et on se demande bien quel est le sujet principal des journaux ce matin, Natacha. Suspense. Oh là 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 là, Gros suspense. J'ai hâte de le découvrir. Il y a un mot qui revient quand même très très souvent, en particulier en une de la presse régionale, le Berry Républicain par exemple. La galère commence. Classique, ouais. Et le Figaro cible directement SNCF, la guerre d'usure, puisque c'est bien cela qui va se jouer. Alors vous avez, comme d'habitude, toutes les options, elles sont très marquées. C'est ça qui est assez frappant. Par exemple, dans l'Union, comme une maladie chronique dont aucun traitement ne vient à bout, la grève fait son grand retour dans le ciel, sur les rails, dans les amphis et ailleurs. Peu importe que les libertés d'aller et de venir, de circuler et d'étudier soient confisquées. Là, on a senti l'orientation à peu près du propos, mais même la Croix est sur cette ligne-là. L'éditorial de la Croix écrit ceci: si la SNCF fonctionnait à la satisfaction de tous, il n'y aurait aucune raison de vouloir réformer cette entreprise. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Les coûts du service public ferroviaire sont élevés à la fois pour les usagers et pour les contribuables. L'endettement est écrasant, l'entretien du réseau est insuffisant, la qualité du service est déficiente. Bref, n'en jetez plus. Ouais. Alors du coup, Libération répond. Sans grande surprise, là aussi, Libération parle de SNCF bashing, un train d'intox. Et point par point, Libération répond aux affirmations sur le coût pour les contribuables, sur la question du statut des cheminots et de ce que ça va coûter réellement. Et donc, de façon très pédagogique. Et d'ailleurs, il faut combiner cette lecture avec celle des Échos, parce qu'il y a un papier très intéressant dans les Échos, une pleine page, le statut des cheminots, la bataille du rail, et qui résume en fait les épisodes précédents, c'est-à-dire comment tout cela s'est noué, les premières déclarations d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, puis au début de son mandat, et comment petit à petit la colère est montée, comment les grands réformateurs qui partaient tambour battant ont commencé à baisser d'un ton, puisqu'aujourd'hui ils ont un petit peu moins confiance en leur capacité à réformer d'un coup. Ils font profil bas. Le mot d'ordre, c'est déterminé mais pas guerrier, parce qu'il faudrait surtout pas avoir l'air droit dans ses bottes. On sent que c'est un totem quand même, cette réforme-là. Ça doit être un marqueur pour Emmanuel Macron. C'est totalement politique, parce que c'est un marqueur pour tout le monde. Regardez l'Humanité qui rappelle, là aussi, on s'en doute de la part de l'Humanité, les services publics restent la seule richesse de ceux qui n'ont plus rien. Et en face, vous avez l'opinion qui répond: c'est une imposture de maquiller une grève aussi corporatiste en une défense des services publics, qui doivent être avant tout au service du public. C'est une escroquerie de caricaturer la réforme en un plan de casse sociale, quand un service public inefficace casse le privé par une pression fiscale record. D'ailleurs, l'opinion titre: risque social maximal pour Macron. Et le Parisien ajoute: grève, ça se joue maintenant. Ouais. Oui, on entre dans le dur politique. Dans l'Est républicain, on prévient, Emmanuel Macron en sortira-t-il gagnant, comme tout ce qu'il entreprend depuis quasi un an? Pas sûr. Et ce fringant président risque d'y perdre son côté fraîcheur de vivre et aborder sa seconde année de mandat bien décoiffé. Mais finalement, l'observation la plus intéressante, elle nous concerne, nous médias. C'est dans l'éditorial de Guillaume Tabar dans le Figaro. Ce que le couple Macron-Philippe doit guetter et anticiper, écrit Guillaume Tabar, c'est ce point de bascule qui arrive tôt ou tard, où les mêmes arguments subitement se retournent contre lui. Lorsque grèves et blocages pèsent de tout leur poids, la détermination louée la veille devient de l'entêtement. Oui. Les mêmes qui soulignaient les avantages et privilèges de certains se mettent à déplorer qu'on les érige en bouc émissaire. Les mêmes qui plaidaient pour l'audace réformatrice mettent soudain en garde contre le passage en force. Les mêmes qui se lamentent contre les reculs à répétition des gouvernements seront les premiers à implorer des gestes et des concessions du pouvoir. On attend, ça va forcément arriver. Ça vaut aussi pour les syndicats. Ah, mais ça de la même façon, on peut retourner le concept. Julien, il y a du côté de la République En Marche, on essaie de surveiller ce point de rupture, on essaie de surveiller la bascule. On essaye, ils sont vigilants, on le voit un petit peu aussi dans les différents discours, dans les différents termes qui sont mis en avant, mais certains disent par rapport par exemple au terme de gréviculture ou tout ce qu'on a pu entendre, de pas y aller quand même trop fort, trop à la Kalach, trop à la Kalachnikov, effectivement. On a eu quand même un festival de maladresse. Ouais, et en coulisses, ça a pas mal grogné aussi du côté de la République En Marche. Allez, la presse nous emmène aussi au lycée, mais ce n'est pas cette fois pour des grèves. Pas encore, non, pas encore. Ça viendra sans doute, mais là pour l'instant on parle du bac. C'est dans le Figaro, au bac français, l'écriture d'invention vire ses dernières heures. Alors vous ne connaissez sans doute pas, si vous n'avez pas d'enfant en âge de passer le bac. Ça date de 2001, de la réforme de Jack Lang. Les trucs les plus cons qu'on peut. Voilà, merci Roselyne
ligne de résumé. Alors en apparence, ça prétendait ressembler aux ateliers d'écriture qu'affectionnent les anglo-saxons. C'est l'idée que, évidemment, les anglo-saxons ont un rapport plus décomplexé que nous à la littérature, parce qu'ils sont tellement mieux. Voilà. En fait, dans la réalité, alors non seulement il s'agit de s'adapter aux élèves, parce que la dissertation, c'était trop élitiste, trop difficile, donc on s'adapte. En général, ça veut dire on nivelle. Et le résultat, ça donne des choses totalement déconnectées de la réalité. Un sujet, par exemple, écrire une petite comédie à la manière de Molière. Vous imaginez en 4 heures Facile. Au bac français. Imaginez un dialogue entre 2 critiques littéraires sur l'utilité de la poésie. C'est bien ça aussi. Je pense que ça, quand on voit le niveau moyen, ça doit être réussi. Du coup, les professeurs se plaignent, ça donne des copies totalement délirantes, alors truffées d'anachronismes évidemment. Il y en a un qui explique qu'à la place de l'éloge funèbre d'un écrivain, il a récolté l'éloge funèbre d'un youtubeur. Bon, pourquoi pas, mais voilà. Et surtout, c'est totalement impossible à évaluer. Donc, on met la moyenne à tout le monde. Alors, ça va disparaître. Quel dommage. Au profit de la dissertation d'imagination. Alors, dans l'idéal, il faudrait surtout rétablir une dissertation qui prépare aux études supérieures, puisque ça prépare à l'argumentation raisonnée et donc aux mémoires. Alors, cela dit, il y a un autre problème évoqué ce matin dans la presse qui est d'un tout autre ordre, mais qui concerne aussi les lycéens. C'est l'opinion qui nous le signale. Lycéens musulmans, une tentation de radicalité plus forte. En fait, c'est la publication de l'étude d'Olivier Galland, dont nous avions déjà parlé il y a quelques mois, et qui soulignait que 11% des lycéens en général considèrent qu'il y a une seule vraie religion et que la religion a raison contre la science. Ça baisse à 6% chez les lycéens chrétiens, ça monte à 32% chez les lycéens musulmans. 32% qui pensent que la religion prévaut sur la science. Alors, l'étude y ajoute beaucoup de données. Par exemple, 25% des lycéens tolèrent la violence, vol de scooter, affrontement avec la police, mais c'est 33% chez les musulmans. Alors, pas du tout pour des raisons religieuses, mais pour des raisons sociales. Ils vivent en général dans des quartiers où la violence est beaucoup plus répandue. Sauf que du coup, nous dit Olivier Galland, on a un mélange de radicalité religieuse et de banalisation de la violence qui donne un cocktail explosif, et il explique ces résultats sont dérangeants. Mais la pire des choses, ce serait de les ignorer. L'article du jour, s'il n'y en avait qu'un, Natacha, ce serait lequel? Très intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de NotPetya? Vous savez ce que c'est, ça? Non. Allez, 27 juin 2017, c'est pas si loin. Énorme cyberattaque qui a fait planter des ordinateurs partout dans le monde et en particulier en France. Oui, ça s'appelait NotPetya, ce virus. Il y en a eu un deuxième d'ailleurs, ils étaient 2. Simplement, ça a coûté 220 millions de chiffre d'affaires à Saint-Gobain. Manque à gagner de 300 millions de dollars chez FedEx. Vous imaginez des entreprises qui toutes en même temps cherchent des milliers d'ordinateurs à remplacer. Dans les entrepôts, on se demande comment faire pour atteindre les étages les plus hauts sans robots. Et donc, aujourd'hui, les Échos nous disent que tout le monde réfléchit à la façon de se protéger, parce que ces cyberattaques, il y en aura d'autres, c'est obligatoire, il faut apprendre à se passer d'ordinateur et d'Internet, à trouver des différences, souscrire une cyberassurance bien sûr, mais vous imaginez ici, regardez ce qu'on vous fait de beau, sans ordinateur, on est très dépendant.